a tout un historique. Il s'est créé sur plusieurs constats. Le premier constat, c'est ce qui a été évoqué à de nombreuses reprises dans la journée. On sait qu'en 2025, on a une estimation à peu près à 1 million de personnes qui auront une pathologie chronique. Donc c'est important de réfléchir sur l'organisation, effectivement, pour ces patients. Et puis, on sait aussi qu'il y a un déploiement depuis quelques années, un déploiement de structures pluriprofessionnelles, que ce soit les CPTS, dont on a entendu parler ce matin, et puis dans l'après-midi, que ce soit les maisons de santé, et une tendance à organiser donc, ces structures en pluridisciplinarité. Alors pour les patients qui ont une pathologie chronique, on sait que ça va être un cheminement pendant toute la vie, qui va être fait de consultations médicales, consultations en kiné, pour mettre en place un parcours de soins. Là, on parle de santé intégrative pour la pathologie chronique. On sait que quand on a une pathologie chronique, ça va modifier le rapport qu'on va avoir à son propre corps, aux autres et au monde. Et il va être important de pouvoir gérer la fatigue, de pouvoir gérer le stress lié à la pathologie chronique. Et les pratiques complémentaires vont être là pour justement favoriser cette gestion de la fatigue, cette gestion de la douleur, autrement que par les médicaments, avec les médicaments, mais aussi autrement qu'avec les médicaments, et cette fatigue. Donc on passe, on élargit en fait cette notion de parcours de soins à un parcours de santé. Et ce parcours de santé, ça a été évoqué d'ailleurs par les expertises et les expériences patients, que ce soit Marie Baveillé ce matin ou Colette Casimir qui expliquait très très bien justement ces parcours. Il va y avoir un tas de questionnements et avec des moments de doute, des moments aussi de fatigue, est-ce que je continue, comment s'accrocher, qu'est-ce qui va être le plus efficace, qui je peux aller voir, est-ce que je peux en parler au médecin, enfin, comment ça s'organise, c'est pas si simple du tout. La pluridisciplinarité, ça paraît évident, mais il faut pouvoir l'organiser. Et ce qui est important, c'est de penser que, comme c'est pas si simple, justement, on peut réfléchir à cette organisation tous ensemble. On a réfléchi donc à plusieurs sur cette coordination de parcours de santé. C'est une réflexion qui est partie de la réflexion de l'Institut avec et l'expertise. On va entendre bientôt justement cette expérience. Des associations aussi de patients qui réfléchissent à justement cette organisation. Ça a été une réflexion aussi avec Nora Machaut qui dirige le NCPB, parce qu'il y a une réflexion à faire aussi pour les enfants, pour les étudiants en entreprise, et effectivement pour les usagers et pour les patients. Et puis notre institut, donc l'Institut français des pratiques psychocorporelles, qui s'intéresse aussi à ces questions depuis longtemps. Donc cette coordination, comment elle se fait actuellement? Elle se fait sans chacun s'occupe en fait de sa coordination. Dans notre association S-United, dans chaque territoire, on a des groupes de professionnels, de patients qui échangent ensemble pour faire émerger les best practices, où on peut aller, qui on peut aller voir. Ce qui ressort, c'est que ce sont les patients et les aidants qui souvent s'occupent de la coordination dans certaines pathologies chroniques. Pas évident quand même de pouvoir, lorsqu'il y a aussi toute la charge émotionnelle quand on a un problème soi-même, quand on est aidant, toute la charge émotionnelle également. Et puis, les usagers et les patients ne sont pas forcément acculturés à la santé intégrative, comment savoir qui aller voir, quelle structure. Les médecins vont faire office aussi de coordonnateurs du parcours de santé, sauf que les médecins n'ont pas beaucoup de temps à accorder à cette coordination. En regardant, on s'aperçoit dans certains centres que ce sont les secrétaires médicales qui connaissent bien les patients dans certains centres pluridisciplinaires qui disent « Ah oui, vous êtes un peu moins bien, peut-être vous pourriez aller voir aussi cette personne ». Donc on voit que chacun se débrouille comme il peut avec les différentes ressources, mais que ce soit les aidants, les médecins ou les secrétaires médicales, on a encore du travail d'acculturation à la question de la santé intégrative. Donc ça, c'est un des premiers points. Et puis, cette
cette coordination, justement, il y a des experts en coordination dans le système, qui sont par exemple les infirmières de pratique avancée, les IPA, les infirmières azalées dans les maisons de santé qui vont aussi organiser la coordination. Et l'idée de professionnaliser cette fonction de coordinateur s'inscrit vraiment et s'intègre déjà dans ce qui est proposé, dans ce qui peut exister, mais va élargir effectivement la possibilité de cette coordination. Donc la coordination en santé intégrative, on l'a pensé, est construite au sein du CNAM, et je suis vraiment ravie de pouvoir participer à cette coordination avec Alain Toledano, son équipe, Nora Machour et puis l'équipe de l'NCPB, des cordées de la santé intégrative, parce que justement, dans l'esprit du CNAM ou dans les recherches qui ont été évoquées tout à l'heure par les équipes du CNAM, ce que le professeur Sandra Vertezen a évoqué notamment, c'est que la réflexion elle doit être pluridisciplinaire et transdisciplinaire. Et la réflexion qui a été évoquée par Sandra Vertezen sur on peut imaginer des parcours, mais comment ils s'inscrivent au sein de notre système de santé, comment ils peuvent être repris dans le cadre des entreprises aussi, comment on peut ressourcer de façon intelligente et efficace en entreprise, comment on peut intervenir dans les collèges, dans les lycées pour acculturer à la notion de santé intégrative. Et donc au sein du CNAM, l'idée ça va être de travailler justement avec ce nouveau métier, cette formation à ce nouveau métier, pour créer cette transdisciplinarité, cette réflexion. Donc cette coordination en santé intégrative, donc le cursus va ouvrir en mars. On est en train de finaliser donc le programme. Avant d'avoir les dates et avant d'avoir le programme, on a déjà 15 inscrits. Donc on est ravis de la confiance que les prochains coordinateurs ont en nous. C'est intéressant de voir les profils. Ce sont donc des médecins, ce sont des infirmières IPA, azalées, ce sont des expertes déjà ou des experts de la coordination dans certains centres, et ce sont des associations de patients. En fait, le programme est conçu comme un hub avec des VAE. L'idée, c'est qu'en fonction de sa casquette, il y a aussi des entrepreneurs qui font partie des mutuelles aussi qui s'intéressent à la question. Un hub où, en fonction de la casquette, on va avoir un tronc commun pour avoir une acculturation à ce qu'est la santé intégrative et une acculturation à la coordination. Parce que la coordination, il y a des techniques, il y a des façons de faire, et puis une réflexion forte sur ce qui a été dit depuis ce matin, ce qu'on ressent à l'Institut Raphaël, ce qu'on ressent dans les différents centres qui sont portés par cette réflexion sur la santé intégrative, c'est le pouvoir de la relation et le fait de pouvoir être un praticien ou un coordinateur, mais qui a une bonne relation et qui sait activer les ressources du patient. Et quelqu'un qui peut travailler en bonne intelligence en équipe avec les patients, avec les autres professionnels et d'autres cultures. Quand on est formé à l'hypnose, on ne connaît pas forcément la culture de la méditation. Pour la petite blague, j'ai une de mes meilleures amies qui fait des conférences et pratique beaucoup la méditation. Et une fois en discutant comme ça, moi je suis de formation psychologue, j'utilise beaucoup l'hypnose dans la modulation de la douleur et l'auto-hypnose pour les patients. Elle me dit, mais l'hypnose ça a l'air drôlement bien, et j'ai l'impression que c'est la partie basse de la méditation. Alors c'est une copine, on a pu discuter de, voilà, je vais lui expliquer, c'est gentil pour la partie basse de la méditation, mais il y a toute une acculturation entre nous. Qu'est-ce que sont ces pratiques? Comment on coordonne, vers qui on peut adresser, donc la structuration en sachant qui est formé et qui travaille dans un groupe où il y a une acculturation en santé intégrative, la labellisation également, vont être des supports pour amener ce nouveau métier de coordinateur. C'est Alain qui le rappelait, je crois que c'est Pôle emploi qui disait qu'en 2030, 85% des métiers seront des nouveaux métiers. Là, on a un nouveau métier qui est plébiscité, qui est demandé par les patients et par les professionnels qui ne peuvent pas avoir toutes les casquettes et qui ont besoin d'un coordinateur qui sache étayer quand il le faut, qui sache guider, qui sache aussi transmettre quelques outils et qui puisse prendre en compte un aspect qui a été vu tout à l'heure,
la question aussi financière. Il y a des coordinations et des parcours qui sont créés, qui sont pris en charge par des fondations, qui sont pris en charge à l'intérieur du service, et puis il y en a d'autres pas encore, même si on travaille beaucoup aux prises en charge aussi avec les mutuelles. Et c'est très important aussi que le patient sache qu'est-ce qui est pris en charge et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on aura l'occasion avec Anne Blanchard de l'entendre. Nous, on participe à des parcours où il peut y avoir une prise en charge, d'autres parcours, il n'y en a pas. Dans les parcours qui sont pris en charge, il y a des parcours où on se déplace à domicile, par exemple, et c'est la Fondation de France qui paye les praticiens, le patient n'a pas à régler. Des parcours en groupe où il va y avoir des petits tarifs qui permettent aussi à tout un chacun déjà d'explorer, de personnaliser les choses, d'ajuster, et puis d'autres types de parcours. Donc tout ça sera abordé. Le programme arrive dans une quinzaine de jours et on démarrera donc le début ici au CNAM, donc, sous la responsabilité du professeur Sandra Berthelsen en mars. Bonjour à tous, donc Anne Blanchard, je représente une association de patients, l'APSI, l'association des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Donc d'abord, je voudrais remercier Isabelle et puis vous tous pour votre accueil. Je suis ravie de pouvoir prendre la parole au nom de cette association. Je partage tout ce qui a été dit auparavant sur l'importance d'une prise en charge globale, et notamment pour le syndrome de l'intestin irritable, qui est une maladie qui n'est pas létale certes, mais qui peut être extrêmement invalidante pour les malades qui souffrent de troubles du transit et de douleurs abdominales. Ça a un impact sur tous les pans de la vie, et la prise en charge qui est la plus adaptée, c'est une prise en charge qui va pouvoir toucher un petit peu tous les aspects de leur vie, puisque la vie quotidienne va être touchée. C'est s'apparente à une maladie chronique, même si aujourd'hui elle n'est pas reconnue comme telle. D'où, après ce constat, l'importance de mettre en place cette association, donc, qui a été fondée par un médecin et une patiente, justement pour permettre de donner l'information la plus fiable aux patients, qui puissent trouver un accompagnement et du soutien. Et le fait d'être en collectif a permis de mettre en place des réseaux sécures pour les malades, mais également de faciliter la vie aussi des médecins, puisque quand ils pensent à parler de l'hypnose à leurs patients, dont on sait qu'elle est efficace, en partie ce que disait Isabelle sur la gestion des symptômes, en plus des traitements symptomatiques, on voit bien que même quand ils pensent à donner cette information aux malades, ils n'ont pas forcément eux-mêmes la capacité d'orienter vers quelqu'un de précis. Et finalement, l'idée de l'association, c'est de faire en sorte de mettre à la disposition des malades un maximum de ressources, des ressources qui soient fiables en termes d'information et sécures pour le patient. Après, ce qui s'est passé avec Isabelle a été encore un petit peu au-delà d'un simple réseautage, même si c'est déjà essentiel de pouvoir faire ce lien entre le patient et l'ensemble des acteurs de sa prise en charge, dont on sait pour nous que de toute façon, au niveau curatif, on ne sait pas guérir la maladie, donc il était essentiel de trouver d'autres ressources, de les faire valider par notre comité scientifique. Et quand on a eu ça, on savait qu'on pouvait se tourner vers l'hypnose, vers la méditation. Par une rencontre entre un de nos médecins et Isabelle a été mis en place après une séance au départ collective de tests sur un groupe souffrant de troubles fonctionnels digestifs, et ça a extrêmement bien fonctionné, et ce à double titre. D'une part parce que, à titre personnel, il repartait avec une séance d'hypnose faite, il n'y avait pas de tabou autour des symptômes puisque tout le monde souffrait de la même pathologie. Et le double, l'effet qui se coule qu'on n'attendait pas forcément au départ et qui a été vraiment porteur, c'est cet effet de groupe. Le fait d'un coup de ne plus se sentir seul, le fait de pouvoir parler de soi, de pouvoir entendre les autres, de pouvoir s'identifier, de pouvoir aussi prendre de la distance parfois, de pouvoir dédramatiser. Je pense que
tous ces aspects-là ont été vraiment porteurs. Et en tout cas pour nous, l'expérience dure depuis 2017. Désolée de monter aussi loin, mais ça fonctionne très très bien. Donc on espère vraiment pouvoir poursuivre ça. Il faut savoir que pour le syndrome de l'intestin irritable, au-delà des traitements symptomatiques qui sont d'efficacité très variable, quand on parle de traitements symptomatiques, c'est antispasmodique, laxatif, antidiarrhéique. La vie quotidienne, elle ne peut pas se gérer que comme ça. Et notre comité scientifique avait mis en exergue les traitements complémentaires comme l'hypnose et la méditation. Il y en a peut-être d'autres, mais il faudrait faire des recherches et mettre en place des protocoles. J'en appelle peut-être à vos savoirs, à vos compétences comme ça, pour prouver l'efficacité d'autres traitements complémentaires. Et puis, pour les malades, il y a aussi toute la partie diététique. Donc, nous, on sait qu'il y a plusieurs ressorts et qu'il est important, par contre, pour que tout fonctionne et que le patient retrouve une qualité de vie intéressante, vraiment de mettre en place ce dont on parlait tout à l'heure, de la prise en charge globale. Donc, c'est vraiment l'importance pour nous de cette association, justement parce que, pour l'instant, le système n'est pas tout à fait adapté au type de profil de cette maladie. Merci beaucoup de votre attention. Je vais mettre en place la demande et l'offre. Et un exemple. Bonjour à tous, Ayala et Lara. Alors j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Isabelle Célestin. Elle parlait de technicité et de savoir-faire. J'aimerais rajouter le savoir-être aussi en tant que coordinatrice de parcours de soins. Ce qui est important et fondamental, c'est d'avoir une trame de travail et de base commune à toutes les coordinatrices, d'être formée à l'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire que de passer d'une relation paternalisante à une relation partenaire avec le patient, qu'il puisse comprendre et maintenir ses compétences afin de continuer dans son chemin de guérison. En ce qui concerne la coordinatrice, il est important également de bien identifier les mécanismes de défense du soignant et les mécanismes de défense du patient. Alors les mécanismes de défense du soignant sont importants parce qu'il est important aussi de ne pas rester focalisé sur la maladie, mais aussi sur tout l'aspect psychologique et émotionnel du patient. Et les mécanismes de défense du patient, évidemment, c'est-à-dire que d'être dans cette communication non verbale, les non-dits du patient, de pouvoir aller au-delà de ce qui se dit. On sait que beaucoup rusent avec les mots, se cachent derrière les mots, sont souvent dans un marre de se raconter, et très souvent, pour les hommes, pas mal aussi, sont souvent des super-héros et ne veulent avoir aucune prise en charge. Donc il est important en tant que coordinatrice aussi d'être attentif à tout ce qui n'a pas été dit pendant la consultation. Ce qui est important aussi, c'est que nous avons une trame avec un questionnaire bien évidemment qui est mis en place, mais il n'est pas question de questionnement, il est question d'échange avec le patient, d'avoir ce temps qualitatif avec lui et de pouvoir à ce moment-là co-construire avec lui un parcours de soins. Il faut qu'il puisse se sentir aussi libre de ne pas aimer, de vouloir interrompre ce parcours. Pour ça aussi, avant de mettre en place un parcours de soins, à l'Institut Raphaël, on connaît, toutes les coordinatrices connaissent le profil des soignants, leur personnalité. Si les agendas le permettent, on essaye de mettre en place un parcours avec certains soignants, justement, pour pouvoir optimiser la prise en charge. Ça aussi, c'est un facteur important. Donc, bien connaître tous les soignants et toute l'équipe, leur personnalité, travailler sur les mécanismes transférentiels et contre-transférentiels, et aussi sur la contagion d'humeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas se caler sur l'humeur du patient pour interagir avec lui. Avoir cette juste distance pour un coordinateur, avoir cette juste distance. J'aime bien cette phrase toute simple aussi qui dit être impliqué mais pas concerné. C'est-à-dire qu'on garde sa posture thérapeutique, mais on s'adapte. On peut s'adapter en tant que coordinateur avec son timbre de voix, si on maîtrise quelques langues, pourquoi pas étrangères, et pouvoir se rapprocher un petit peu plus du patient. Être véritablement dans un échange est fondamental. Et je reviens sur cette base de formation commune qui est essentielle, cette qualité de présence,
Être compétent, oui. Savoir être avec l'autre est aussi fondamental. Pouvoir travailler et être aligné en tant que soignant, bien évidemment, quelle que soit la pratique, pour éviter tous ces phénomènes transférentiels. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ce qui est important, c'est de ne pas être le sauveur en tant que coordinatrice. C'est-à-dire, comme nous sommes le référent du parcours de soins du patient, nous devons respecter une temporalité dans son parcours, qu'il soit médical ou voire émotionnel. Quand un patient vient me voir en consultation suivie et qui me dit non mais finalement telle discipline je vais arrêter, bien évidemment que je suis à l'écoute, mais j'aimerais savoir pourquoi il veut arrêter. Est-ce qu'on est sur une résistance? Est-ce que c'est quelque chose qui vient révéler des choses trop fortes? Ou est-ce que c'est vraiment le soin en lui-même qui ne lui convient pas? Ou est-ce que c'est la relation avec le soignant qui peut être peut-être un peu plus complexe? Donc, ne pas intervenir trop tôt ni sur l'émotion du patient, ni dans son parcours médical. Bien évidemment, tout est évalué. Aussi, le patient s'auto-évalue, et ça c'est fondamental. C'est important qu'il sache comment se situer sur son équilibre psychologique, sa santé sexuelle, environnementale, sociale, pour qu'on puisse aussi échanger et faire surtout une meilleure orientation dans son parcours. Une coordinatrice de soins et son patient, c'est une alliance, c'est un contrat que l'on fait avec lui. Il est acteur de ses soins à l'Institut Raphaël. On est vraiment dans une relation partenaire. Ne nous positionnons pas en tant que sachant. J'aimerais également rajouter, si j'ai quelques secondes, que les disciplines apportent des bénéfices primaires, bien évidemment, et secondaires, et que quand je parlais tout à l'heure de résistance, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment d'identifier les désirs refoulés des patients, et ça c'est important aussi. Et puis je pense avoir dit l'essentiel, peut-être que le docteur Toledano va rajouter quelque chose. Nous sommes bien évidemment dans une santé intégrative, une prise en charge globale, oui, mais une santé intégrative, c'est-à-dire à partir du moment où vous savez ce que je fais et que je sais ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut ensemble accompagner, prendre en charge ce patient. Bien évidemment que les cas cliniques sont évoqués lors de nos RCT, des réunions de concertation transdisciplinaire qui nous permettent de nous réunir avec tous les acteurs de soins qui sont dans ce parcours et voir ensemble comment est-ce qu'on peut toujours aller plus loin. Nous ne travaillons jamais seuls. En revanche, et je terminerai là-dessus, un patient a sa référente, les soignants aussi ont une référente concernant le parcours de soins de ce patient et les médecins aussi. Donc le référent, la coordinatrice qui prend en charge le parcours est vraiment le pivot du parcours de soins du patient. Merci beaucoup. Pour un nouveau métier. Alors, il y a là qui est art thérapeute. On a une acculturation. On a testé plusieurs parcours en fonction du métier initial de celle. Alors, si celle de ceux, il n'y a pas de raison de dégenrer tout de suite. En l'occurrence, celle qui l'a suivi. Et en fait, à partir du moment où on travaille ensemble et en équipe, on n'avait pas de grande différence pour construire un parcours. Moi, je me méfie de l'auto-construction du parcours par le patient, parce qu'il va essayer de remplir les cases de l'image mentale qu'il s'est fait de tel et tel soin. Donc l'espèce de tiroir qu'on va piocher parce qu'on a entendu que ça c'était bien, ou que ça peut nous faire du bien. Mais le patient il ne peut pas faire autrement. Mais en fait là on est en train de combler un peu. Donc l'autoconstruction c'est pas forcément génial, dans la mesure où on s'est rendu compte que c'était aussi efficace, voire des fois plus efficace, des soins que le patient n'aurait pas choisi initialement. Et on l'a évalué. On a aussi évalué les déterminants émotionnels qui faisaient qu'on s'engageait dans des ateliers individuels ou collectifs, en fonction des différentes phases. L'adaptation des soins en fonction des mécanismes de défense. Donc voilà, autant de thématiques de recherche dans ces parcours d'accompagnement. Alors on dit coordination de parcours ou un coordonnateur. Vous choisissez le verbe ou le substantif, vous faites philosopher sur les deux axes. Nous on a choisi coordonnateur de parcours santé pour le métier, parce qu'il existe une coordination du soin qui est souvent dans nos systèmes du super secrétariat manquant dans des établissements de santé. Alors, est-ce que le but, c'est de faire passer un patient A, un point A, un point B, ou est-ce que le but, c'est que le patient A, on définisse avec lui des objectifs,
qui rencontre le soignant B avec qui on interagit pour voir s'il pense avoir rempli ses objectifs, on en aval, qu'on l'adresse. Donc c'est un coordonnateur qui est interventionniste, qui n'est pas juste un gestionnaire simple. Et donc il y a une attitude proactive, il y a une relation thérapeutique triangulaire qui s'installe, et les coordonnateurs de parcours sont des vrais tuteurs de résilience, avec tout ce que ça nécessite en termes de posture thérapeutique et d'approche. Alors, savoir comment les médecins du secteur, dans les établissements hospitaliers où on vit, travaillent, c'est déjà complexe. Arriver à se préoccuper du patient, de ses objectifs de vie et la manière dont on arrive à remplir ses objectifs, c'est encore plus complexe. Mais alors, savoir exactement le mouvement dansé de l'art-thérapeute, ou l'agenda du sommeil, la micronutritionniste, ou ce que va apporter la méditation pour promouvoir les états de conscience modifiés, ou l'impact des psychologues et de l'EMDR sur la gestion des traumatismes, c'est arriver à rentrer dans chaque discipline. Et il n'y a pas que la discipline, il y a la manière avec laquelle on l'exerce, puisque finalement, à discipline équivalente, on voit que les soignants commencent à travailler, quand ils commencent à travailler en équipe, ils changent leur approche. Donc le métier de la coordination de parcours nécessite des connaissances et des compétences. Donc c'est pour ça que pour nous c'est un nouveau métier. Ce DU qui fait à peu près 80 heures, je lui souhaite une longue vie. Je pense qu'il va bien marcher. C'est un euphémisme, voilà. Mais j'appelle aussi de mes voeux à ce que chacun puisse l'enrichir. Moi je suis content de le faire dans un endroit où on a des spécialistes des sciences de gestion. Il ne faut pas qu'on réinvente la musique. On remplace coordination par gestion. À mon avis, on a tous les outils pour écrire ce métier de nous. Je vous remercie. Alors, comme on est vendredi et qu'il ne faut pas non plus dépasser les temps, je vais vous donner le programme. On va avoir 10-15 minutes de pause, mais maximum. Après, il restera 2 interventions. Alors, nos 2 interventions, ce sera l'AI-Santé, enjeux et perspectives. Là aussi, on crée 2 développements avec le professeur Fabrice Denis et Philippe Martin qui sont ici présents. Et le F-Data Hub, on aura une vraie belle discussion de la poste. J'aurai une dernière intervention qui est assez splendide pour moi, comme on dit, un des meilleurs pour la fin. C'est l'impact du cadre institutionnel et financier sur la production des soins par Hervé Lermissas, qui est patron de ProVTP, c'est un acteur mutualiste qui couvre 4 millions de personnes, et qui était directeur du Trésor à l'Élysée. C'est lui qui trouvait tous les mesures pour que l'État fonctionne et qui a une vision du système de santé assez originale. On finira avec Farida Dani, qui est directrice adjointe à la santé de Valérie Pécresse de la région et qui viendra clôturer, probablement avec l'administration générale. Et enfin, à 18h, on offre un cocktail au Café des Techniques et on aura 2 groupes pour des visibilités du musée des Arts et Métiers, qui est splendide. J'ai rappelé ce matin parce que je préfère le musée. Pendule de football. Vous m'aurez compris si vous avez vu le pendule de football. Voilà, et donc on a 15 minutes de pause, je dirais 12 minutes de pause parce que c'est vous.